Messieurs, dames, bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très contents de vous voir ici à l'école et on souhaite la bienvenue aussi aux personnes qui nous suivent à distance par visioconférence. Pour cet hommage à Alice Lecoq, donc on va parler de toute cette soirée. J'espère que vous allez passer une agréable soirée avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir, d'avoir dans la salle les enfants et les petits-enfants d'Alice et de Robert Lecoq, parce qu'ils sont deux, l'une physicienne, l'une physicienne et l'autre chimiste. Je voulais dire seulement préciser que cette séance va être enregistrée, mais elle sera diffusée sur YouTube. Voilà. Et je passe tout de suite la parole à notre directeur, Monsieur Vincent Croquette. Bonjour, donc c'est un plaisir d'être parmi nous et de venir donc. Je vais juste dire quelques mots parce que évidemment Alice Lecoq fait partie, comme son mari d'ailleurs, fait partie des anciens élèves de cette école. Et donc j'ai cru que c'était intéressant d'aller regarder deux, trois points. En lisant le livre de Marion, je me suis aperçu qu'il y avait des points d'ailleurs que j'ignorais. J'avais oublié que l'école était destinée, par exemple, principalement aux Parisiens. Ce qui l'a obligé à très bien se placer par rapport au concours pour être certaine de rentrer à l'école, puisque c'était ça son desiderata. Et en fait, on retrouve un certain nombre de choses qui sont intéressantes à mon avis au niveau de l'école. Alors évidemment, elle apparaît sous le nom de Alice Arnaud, puisque c'est le nom sur lequel elle est rentrée. Et par exemple, voilà ce qu'on peut lire dans le conseil d'administration de la promotion. Donc en 1954, la promotion 69, on vous explique la composition de la promotion. Chaque année, on a toujours la même chose, un débat sur quelles sont les nouvelles promotions, comment ils sont bons, ça s'est passé. Et donc là, on vous dit qu'il y a 40 personnes qui sont admises, dont 30 parisiens. Voilà. 7 provinciaux et 3 élèves libres, et elle fait donc partie de ces 3 élèves libres, puisque elle venait d'Alger, donc d'une certaine distance, voilà. Ça, c'est le premier point. Évidemment, vous avez retrouvé la photo, je crois que vous l'avez déjà vue, de la promotion, où on retrouve donc Alice Arnaud ici, et Lecoq ici. Et moi, j'ai regardé aussi la suite du CA, qui est un peu moins glorieuse pour l'école. Alors, l'école a eu la chance de faire venir des femmes dès 1917. Donc, on a vraiment assez rapidement dans cette école, je pense, par rapport à d'autres, eu la volonté d'avoir des femmes dans les promotions, mais l'esprit machiste est quand même là. Et donc, on voit très bien ce qui est écrit ici, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes qui rentrent, il faut qu'elles soient les premières, et sinon, il faut les décourager si elles sont en fin de promotion. Ce qui est quand même assez, assez révélateur de l'état d'esprit, parce que c'est écrit dans le conseil d'administration. Et ce qui est de pire, c'est que c'est validé par Madame Joliot, qui dit exactement la même chose. Alors, tout ça, ça revient à un point qui est assez intéressant, c'est ils parlent tous des classements, de savoir en fait si ces classements sont terribles. Et il faut toujours que le classement d'entrée soit bon pour qu'on puisse rentrer, évidemment. C'est une des données. Euh, du coup, moi, ça m'a posé la question, est-ce qu'en fait, qu'est-ce que veulent dire ces classements? Et donc, j'ai pris la promotion d'Alice Lecoq, puisqu'on a toutes les notes, et j'ai fait un diagramme bête et stupide. J'ai tracé le classement de sortie en fonction du classement d'entrée. J'ai tracé une droite à travers tout ça et bah, il n'y a pas beaucoup de corrélation. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que les classements ne servent à rien, je ne dirai pas jusque-là, mais je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup d'attention parce que bon, on voit très bien que c'est à peu près partout dans le carré, ce qui veut dire que il y a des bons qui deviennent des mauvais qui deviennent des bons. Il n'y a rien de très très clair. Et je ne pense pas que parce qu'on est arrivé justement parce que les filles étaient pour une raison ou pour une autre pas bien classées qu'elles sont vraiment abrimées dans cette histoire. Voilà. Donc je voulais tordre le coup à cette histoire et cette chose se vérifie parce qu'on peut dire je teste sur une promotion, se vérifie sur d'autres promotions. C'est assez assez fort comme effet. Je peux juste vous montrer un tout petit, deux, trois petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit? On voudrait que ce soit ça. Ça, c'est les promotions actuelles. Alors, c'est un petit peu plus compliqué avec les promotions actuelles parce que là, j'ai pris
Pardon, excusez-moi, j'attends que... Voilà. J'ai pris... Alors ça, c'est quelque chose qu'on voudrait. Et c'est ce qu'on observe si on prend les promotions récentes, la 138, 140, et si on trace ce qui se passe en fonction du rang de la deuxième année, en fonction du rang de la première année. Et on voit que là, il y a une belle corrélation, c'est-à-dire que les gens qui sont bons à l'école en première année sont plutôt bons en deuxième année. Voilà. Par contre, si on prend ces mêmes personnes et que on regarde ce qu'elles ont fait euh, par rapport à l'acclassement d'entrée et l'acclassement de sortie, c'est encore pire. C'est-à-dire quand on s'aperçoit que c'est une corrélation négative. Donc voilà, je pense que ces classements ne sont pas très intéressants et je l'ai fait sur des promotions plus anciennes. C'est exactement la même chose. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Donc je pensais que c'était intéressant d'avoir quelques petites vues sur les idées de ce qu'on peut lire dans ces conseils d'administration où on met en valeur donc la qualité des promotions. Voilà, merci beaucoup. Et je vais vous laisser donc à Marion, je vais remettre la présentation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Sylvain Gilla, je suis président de l'Association des anciens élèves de l'École de physique et chimie industrielle de Paris, SPCI Alumni. Et donc, c'est mon grand plaisir d'accueillir Marion Carré parmi nous. Et on va en fait faire les choses de manière très interactive, c'est-à-dire que avec Catherine Kounelis, qui est la directrice de la bibliothèque, on va poser des questions et je pense que Marion va y répondre. Et puis, on vous donnera bien évidemment la parole parce que je pense que vous aussi, vous avez beaucoup de questions. Alors, question simple et un peu évidente, c'est Marion, qui êtes-vous? Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier pour l'organisation de cet événement et remercier toutes les personnes présentes dans cette salle ou à distance. Pour me présenter en quelques mots, j'aime bien souvent dire que j'ai trois casquettes différentes. La première, c'est une casquette de ce que j'appelle praticienne de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je suis cofondatrice et présidente d'une start-up qui s'appelle Asmona. Alors, je me permets de dire start-up même si ça fait 7 ans. Et on développe des solutions pour les institutions culturelles qui permettent d'améliorer la façon dont on apprend au sein des lieux culturels. Et donc, on est notamment présent avant, pendant et après l'expérience de visite en mobilisant l'intelligence artificielle pour fluidifier l'interaction et la façon dont on peut interroger les œuvres d'art et apprendre des choses vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est ma première grosse casquette. J'ai une autre casquette d'experte de l'intelligence artificielle. J'interviens notamment auprès du groupe du comité stratégique de l'intelligence artificielle qui a été nommé par le ministère de la Culture. Donc, on est 5 experts à travailler sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le secteur culturel et il m'arrive aussi d'intervenir comme experte auprès de la Commission européenne. Et enfin, j'ai une casquette que souvent je qualifie de créative, on va dire, c'est-à-dire que j'ai un travail de création avec l'intelligence artificielle et aussi d'écriture. Et donc, ce livre Qui a voulu effacer Alice Lecoq rentre là-dedans. C'est intéressant pour moi et important ces trois casquettes parce que ça permet de concevoir des IA et d'avoir les mains dedans au plus proche des sujets et en même temps de prendre du recul sur l'impact de cette technologie sur notre société. Donc, tout ça est assez complémentaire. Donc, nous, on s'intéresse, spécialement, on s'intéresse bien sûr aux formations et vous êtes diplômé du CELSA, qui est une école de communication de Sorbonne Université. Qu'est-ce qui vous a amené à l'informatique, l'IA? Je dirais que c'est un heureux accident. Pendant assez longtemps, je me destinais à devenir journaliste. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais rentrée au CELSA après une double licence droit-histoire. Et en fait, au fil de l'eau, donc j'avais créé un média sur l'histoire de Paris qui s'appelait Il était Paris et qui, à travers des formats innovants, cherchait à faire redécouvrir l'histoire de Paris. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu des lecteurs qui m'ont demandé des conseils de sorties culturelles à Paris et des institutions culturelles qui cherchaient à toucher ce public qui était plutôt jeune. Et j'ai eu envie de trouver une façon de les mettre directement en relation. Donc, on était en 2016. L'innovation du moment, c'était les chatbots. Donc, je me suis dit qu'un chatbot pourrait recommander des sorties culturelles. Donc, ça a commencé comme ça, grâce notamment à un soutien du ministère de la Culture dès le début et du Centre des Monuments Nationaux et de Paris Musée pour se lancer. Et donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai eu envie
tirer le fil de l'intelligence artificielle pour comprendre plus précisément qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc, je me suis aussi formée en autodidacte plutôt pour mes travaux créatifs chez Esmona. C'est pas du tout moi qui ai les mains là-dedans. Et donc, ça s'est fait en fait au fur et à mesure. Ça vient vraiment d'un projet, d'une envie, de mobilisation de l'intelligence artificielle qui ensuite m'a conduit à cet univers. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous a ramené à Alice Lecoq? Pareil, autre heureux accident, je dirais. Donc, je vous parlais de ces différentes casquettes et notamment via ma casquette, on va dire, d'experte de l'IA, je suis souvent amenée à... Ah oui, j'ai oublié de dire que j'enseignais aussi par ailleurs, notamment à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Et donc, en fait, souvent, à travers ces enseignements, mais aussi des conférences sur le sujet, je suis amenée à parler de pionniers du numérique et de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai commencé par m'interroger sur ma propre pratique en me disant, mais pourquoi est-ce que je cite que des hommes? Alors, je connaissais des pionnières, mais plutôt anglo-saxonnes, et je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne connaissais pas de pionnières françaises. Donc, je me suis dit, bah, il y a deux options. Soit elles n'existent pas, soit elles existent, mais on les a oubliées. Et j'étais notamment assez sensibilisée à ce qui s'était passé dans le monde de l'art avec de grandes artistes oubliées que pour certaines, on a redécouvertes a posteriori et d'autres toujours pas. Et donc, c'était cette deuxième option, puisque en faisant des recherches de fil en aiguille, j'ai découvert Alice Lecoq, qui n'est pas la seule, hein, bien sûr. On a aussi Marion Créange. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue que c'était potentiellement des arbres qui cachaient la forêt, et qu'il y a aussi plein d'autres femmes qu'on connaît pas forcément. Et donc, c'était voilà, cette première question qui m'a conduite à cette découverte. Une recherche des femmes qui ont travaillé dans l'informatique. C'était un peu Exactement. volontaire. C'est ça, C'était je cherchais des démarche pionnières volontaire. pour voir si elles avaient existé. Merci. Alors, une des raisons pour laquelle on est là, c'est pour parler de votre livre. C'est pas votre premier livre. Vous avez écrit des livres sur les NFT. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que les NFT. Et la question après, bien sûr, c'est est-ce que vous avez utilisé ChatGPT GPT. ou autre pour écrire votre livre, ou est-ce que vous pensez que c'est désirable? Qu'est-ce qui, pour votre prochain, comment vous voyez les choses? Merci, deux questions très denses. La première sur C'est pas le premier livre. Effectivement, j'avais publié deux ouvrages. Un qui s'appelle Propos sur l'art et l'intelligence artificielle en 2020, qui était sorti au moment de la pandémie, pas très bon timing. Et l'autre qui était Propos sur les NFT dans le monde de l'art. Ces deux livres, c'était des essais que j'avais coécrits avec deux autres auteurs. Valentin Schmitt pour le premier et Frédéric de Sénarclin pour le deuxième. Et en fait, mon objectif, et c'est un peu ce que je fais en fait, à un moment donné, j'ai réfléchi au fil rouge qui reliait tout ce que je faisais, mais c'est dans cet objectif de faire comprendre, redécouvrir et de faciliter, on va dire, l'acculturation à des technologies que j'avais écrit ces deux premiers ouvrages parce que bah, le sujet de l'intelligence artificielle et de l'art en 2020, ça semblait très prospectif. Donc, je voulais faire redécouvrir qu'est-ce qui se passait, quels étaient les acteurs, comment les artistes s'en emparaient, quel pouvait être l'impact. Et ensuite, en 2021, sur les NFT, pareil, je me rendais compte qu'il se passait pas mal de choses dans le secteur de la culture, mais que ça restait assez obscur. Donc, j'avais voulu écrire ce livre pour aider à faciliter la compréhension. Euh, pour en revenir à ce livre-là, bah, c'est aussi l'occasion de parler des coulisses. Pour moi, c'était 2 ans de travail, ce qui est à la fois beaucoup et pas assez, parce qu'en fait, c'est très difficile de mettre un point final et de se dire, en fait, potentiellement, j'aurais peut-être pu passer 10 ans de plus sur ce livre. Mais heureusement, il s'insérait dans un calendrier éditorial qui m'a forcé à trouver un moment pour mettre un point final. Il y a eu vraiment une première année de recherche, et on reviendra là-dessus, et ensuite une année qui était plus centrée autour de la rédaction. Et donc, ChatGPT avait émergé sur la fin de mon livre, mais pas au début. Peut-être que j'aurais pu m'en servir en soi a posteriori. Notamment, je trouve ça intéressant. Donc là, je fais une petite digression sur comment est-ce que l'intelligence artificielle peut servir les auteurs. Je pense que ce qui est intéressant, c'est tout ce travail sur déjà, en fait, quand on fait un livre comme ça, au début, on s'interroge sur bon, bah, quel est le propos, mais quelle va être la structure, comment est-ce on va raconter cette histoire, quelles vont être les grandes thématiques à aborder. Et je pense que des outils comme ChatGPT et autres peuvent être des bons outils pour avoir une sorte d'aller-retour et de ping-pong en termes de réflexion. Donc, je pense que c'est des outils qui peuvent servir les auteurs.
mais non, ce livre n'a pas été écrit avec ChatGPT. Oui, mais sauf que si vous aviez interrogé ChatGPT, qui est Alice Lecoq, il vous aurait dit, je ne sais pas, je ne la connais pas, Alors, vous faites bien de le puisqu'on mentionner ne la parce que connaissait pas à l'époque. En fait, je l'ai fait. Je l'ai interrogé ChatGPT et ça apparaît effectivement. Il me semble que c'est dans les premiers chapitres. ChatGPT me dit ah non, je ne vois pas qui c'est, désolé. C'était notamment, en fait, je l'avais fait parce que je cherchais à démontrer le premier. Je ne vais pas tout vous dévoiler, bien sûr. L'idée, c'est quand même que vous lisiez le livre, mais le début du livre est vraiment sur, en fait, l'aspect systémique de l'invisibilisation des femmes avec le cas de Wikipédia qui, selon moi, alors j'adore Wikipédia, hein, je ne jette pas du tout la pierre, mais est assez intéressant parce que ça montre comment est-ce que en fait on a assez peu de femmes scientifiques, elles sont peu relayées dans les médias. Euh, il y a ce chiffre qui est 2% des femmes ingénieurs ou scientifiques invitées en cette qualité sur les plateaux télé ou radio, donc c'est assez signifiant. Du coup, il y a peu de traces et donc pour des outils comme Wikipédia, peu de sources secondaires qui sont vraiment les sources importantes à exploiter pour ces outils. Et donc, finalement, peu de pages Wikipédia, 19% des pages Wikipédia en 2022 portaient sur des femmes, toutes catégories confondues, hein, je ne parle pas que de scientifiques. Et donc, ensuite, ce cycle de l'invisibilisation se poursuit avec notamment des intelligences artificielles comme ChatGPT qui disent bah, moi, Alice Lecoq, pas entendu parler. Donc, effectivement, c'est une question intéressante. Ouais, c'est assez étonnant. Je veux dire, il y a encore quelques années, quelques mois, la plupart de nous, on connaissait pas, hein, on connaissait pas comment est-ce possible qu'une personne dont on va de parler maintenant de sa carrière et de son apport est restée dans l'ombre comme ça. Et donc, est-ce que moi, je lis votre livre avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il est possible à travers, on nous présentait Alice Lecoq à travers l'histoire de l'informatique en fait en France. Quand on, quand on lit le parcours de Alice Lecoq, on lit un peu l'histoire de l'informatique en France. Effectivement, c'était le projet du livre. Donc, Alice Lecoq était déjà une première découverte pour moi. Et ensuite, et je pense qu'il y a aussi une question de génération, ce que j'ai vraiment découvert à travers ce livre, c'est l'histoire de l'informatique française que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que, alors, je sais pas à quel point c'est une question de génération ou pas, mais on a aujourd'hui un peu cette impression que la plupart des innovations nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Et en fait, ce livre, l'objectif, c'était vraiment de défendre en fait cette histoire d'innovation française qui, à mon sens, me semblait importante pour aussi se donner confiance en se disant qu'il s'est passé plein de choses et donc qu'il peut encore à l'avenir se passer plein de choses en termes d'innovation dans le numérique en France. Et donc le parcours d'Alice Lecoq, il est très intéressant parce que je le mobilise vraiment dans le livre comme un fil rouge pour passer par les différentes grandes étapes de cette informatique française, alors qui naît avant Alice Lecoq. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et encore une fois, je garde un peu de suspense pour que vous ayez envie de lire le livre, mais à travers son parcours, déjà, on voit toute cette miniaturisation des ordinateurs à laquelle elle a notamment œuvré en travaillant sur la question des mémoires. On croise aussi, par exemple, le plan calcul, qui était une grande ambition portée par le général de Gaulle pour faire une informatique de premier plan qui a notamment permis de créer la C2I, Compagnie internationale de l'informatique, qui montre vraiment le niveau d'ambition et dans laquelle travaillait Alice Lecoq. Et ensuite, on voit ce qui se passe petit à petit avec un délitement aussi progressif, l'émergence de l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve aussi hyper intéressant, donc j'anticipe un peu, peut-être que vous m'interrogerez là-dessus après, mais dans les années 80, elle travaille sur l'intelligence artificielle et dans la médiatisation qui est faite autour de cette technologie. Et je trouve beaucoup de similarités en fait avec ce qui se passe aujourd'hui dans la façon dont on parle de l'intelligence artificielle, dans les craintes aussi que ça suscite. Et en fait, pour moi, c'était vraiment aussi le livre, l'objectif à travers ce livre, c'était de faire un dialogue entre passé et présent et de montrer comment est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui font écho à ce qui se passe aujourd'hui. Et le lien entre Alice Lecoq et le SPCI.
Alors, On a quelques diapos qu'on va montrer peut-être après, mais on vous laisse. on pourrait effectivement passer ces diapos et commenter. On peut peut-être le commencer. faire d'ailleurs. Alors, c'est vous qui avez rassemblé les archives. Donc, je vais peut-être faire des découvertes. Je vous laisse commenter ou La fameuse photo de classe, qui était pour moi aussi un fil rouge dans l'écriture, puisqu'il y a notamment un chapitre où je pars de cette photo de classe pour interroger la question de la place des femmes. En fait, ce qui est intéressant à travers le parcours d'Alice Recoq, c'est qu'il permet aussi de suivre un parcours de vie et de voir comment est-ce que je parlais de l'aspect systémique tout à l'heure, mais comment est-ce que petit à petit, d'un aspect très culturel et même donc des premières années de la vie, à ensuite les études, la formation d'ingénieur, puis les premières années professionnelles, l'évolution, la carrière et ensuite la postérité, comment est-ce que en fait on a différentes étapes qui produisent actuellement une rarification de la place des femmes. Et donc, c'est vraiment ça que j'analyse à travers le livre. Mais donc, moi, ce que j'aimais beaucoup à travers cette photo de promo et ce que j'ai notamment creusé, c'est qu'en fait, j'ai regardé cette photo et j'ai regardé les photos des promotions précédentes et je me suis aperçue que la moyenne haute de la proportion de femmes à ce moment-là, il était autour d'une vingtaine de pourcents. Moyenne haute, des fois, c'était un peu en dessous, mais ça descendait pas tellement plus bas. Versus, il y a ce chiffre sur la proportion de femmes dans les écoles d'ingénieurs selon la Conférence générale des grandes écoles en 2022, qui est autour d'une trentaine de pourcents. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on a mis 70 ans pour gagner une dizaine de points. Et moi, je trouvais ça assez signifiant. Et c'est notamment, donc, pour faire ce livre, j'ai notamment fait beaucoup d'entretiens et je remercie les personnes avec qui j'ai pu échanger, dont certaines sont présentes dans cette salle. Et il y a notamment Isabelle Collet, qui est une personne qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui me parlait de ce phénomène qui est bien représenté, je trouve, entre le parallèle avec cette photo et ce qui se passe aujourd'hui, où en fait on avait finalement à cette époque, alors oui, et là elles sont minoritaires sur cette photo, mais il y avait quand même une certaine proportion de femmes. Et en fait, on peut penser souvent à tort que le temps fait son œuvre, et en fait, petit à petit, la proportion va augmenter. Et en fait, à l'échelle de l'histoire, c'est pas tellement ce qui s'est passé. Puisque là, on se voit qu'en fait, attendre 70 ans pour gagner une dizaine de points, c'est vraiment pas énorme parce qu'il y a eu un phénomène de recul et ensuite, progressivement, ça remonte. Mais donc, le temps n'est pas la seule solution pour avoir plus de femmes dans ces métiers. Alors, sur cette photo, donc vous voyez 69, hein, il y a une photo pour chaque promo. Et petit côté humain aussi, c'est qu'on a sur cette photo aussi Robert Recoq, pardon, qui est devenu le mari un petit peu après, mais la diapo. Et puis on a aussi André Ray, dont on va voir une photo un petit peu après. Mais la Bernard diapo, Trémillon, qui était de sa promotion, qui était à Chimie Paris pendant longtemps encore, hein. Il n'y a pas Bernard longtemps. Trémillon, qui a été directeur de Chimie Paris et dont les deux enfants sont aussi ingénieurs spécialisés, dont l'un est un camarade de promo de Vincent. Voilà. Et peut-être pour rebondir aussi sur cette photo que moi j'aime beaucoup, en fait, quand j'ai débuté ce livre, j'avais juste une page Wikipédia sur Alice Recoq et aucune autre information. Donc, une des premières bouées, on va dire, auxquelles j'ai cherché à me raccrocher, c'était cette photo en me disant, je peux peut-être essayer de trouver des anciens camarades de promotion. Donc j'ai vraiment commencé par là en me disant, si c'est pas eux, ce sera peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc j'ai vraiment ratissé le web, les pages jaunes, les réseaux sociaux pour tenter de tomber sur ces potentiels descendants parce que eux, je me doutais qu'ils étaient peut-être pas forcément très connectés puisque c'est des personnes qui avaient autour de 90 ans. Et ça a marché. J'ai pu échanger avec, au fur et à mesure, je suis tombée sur une nièce de l'un d'eux qui m'a mis en relation. Donc, un des tout premiers entretiens que j'ai fait, c'était avec un des anciens de cette promotion. Et ensuite, j'ai eu un peu plus de difficultés à en avoir d'autres parce que l'âge faisant, j'ai pas réussi à avoir toutes les personnes avec lesquelles j'aurais pu échanger sur cette promo. Le bulletin de notes d'Alice. Catherine. Euh, alors, moi, de mon côté, comme je suis aux archives de l'école, forcément, je me suis posé la question comment était l'école au temps d'Alice. Et avant de parler bon, sur le bulletin, on voit quand même alors, il y a deux choses qui se passent importantes au moment où Alice
entre à l'école. D'une part, l'école devient supérieure en 1948. En fait, elle n'était pas une école supérieure, c'était une école municipale. Et il a eu les responsables, les directeurs de l'école, ils ont beaucoup bataillé pour faire reconnaître que le niveau de l'enseignement et de la recherche à l'école était d'un haut niveau et que elle devrait être une école supérieure. Donc ça, c'est fait en 1948. Le deuxième point important, c'est que c'est la 4e année d'études. Jusqu'à 1948 encore, la scolarité est de 3 ans à l'école. Il y avait une 4e année au début à la création de l'école, une 4e année, mais qui était facultative, donc il y a très très peu d'élèves qui allaient. Et à partir de 1948, la 4e année devient obligatoire. Et la première promotion qui a fait 4 ans, c'était 2 années avant, 2 promos avant Alice, donc la 67. Voilà, donc Alice, elle a fait 4 ans d'études au lieu de 3. Voilà ce que je voulais. Donc, à l'occasion de la 4e année, il y a eu beaucoup de travaux à l'école parce qu'il a fallu construire un nouveau amphi, aménager de laboratoires pour les élèves. Il y a eu des spécialisations et je vois mécanique physique, électronique, électricité appliquée, physique atomique, chimie physique, etc. Par contre, pour l'amphi, il y avait un avis défavorable des services d'architecture. Ils considéraient que ce n'était pas indispensable. Et donc, voilà, ces travaux ont pris beaucoup de temps, comme d'habitude. Donc, Alice a dû voir tout ça. Et un point sur... Commenter un point, c'est qu'on voit donc effectivement sur son bulletin qu'il y a 4 années d'études et dans la 4e année, on voit les spécialisations et on voit que sa meilleure note, elle est en électronique. 19. C'est 19. Parce qu'elle peut être la meilleure, mais 19, c'est très bon. C'est très bon, c'est sa meilleure note sur tout le bulletin. Alors, Alice Rocoq à l'Espécie, mais aussi dans le quartier. Je vais peut-être parler juste de ça, puisque donc ce que vous avez ici, c'est la résidence Coubertin qui se trouve au 53 rue Le Mont. Et ça, ce sont des extraits du livre Marion, qui mentionne justement que Alice Rocoq a vécu quelques années pendant ses classes préparatoires dans cette résidence Coubertin. On a peut-être ce soir la chance d'avoir quelques résidentes actuelles de Coubertin. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que Coubertin, la résidence Coubertin est ici. Et nous sommes ici. Vous êtes entrés ici, dans l'amphithéâtre. Et cette résidence Coubertin, en fait, s'étale jusqu'ici. En fait, il y a 2 entrées. Ici, il y a une entrée. Voilà. Et en fait, il faut bien voir que Alice, quand vous sortez, elle était là. Et je pense que peut-être vous sentez les vibrations, hein, les bonnes vibrations du temps. Mais voilà, la rue Jean Calvin, d'un côté, on est là. Et voilà, elle habitait ici, dans cette... Voilà une autre vue. On est ici dans l'Institut Pierre-Gilogène, la rue Jean Calvin, la résidence Coubertin et le Spécy qui est ici. On a la chance aussi d'avoir eu cette photo. Alors, je ne sais pas si Frédéric Ray est parmi nous. Ouais, bon, bonjour. Donc, on a eu la chance de parler justement avec la famille Frédéric et votre maman Nicole. Hein, et bon, votre papa est encore en vie, mais avec des petits soucis de santé. Et donc là, on a Alice avec son camarade de promo André Ray. Et merci beaucoup pour cette petite note. Donc, c'est une note signée d'Alice Rocoq. Il y a 20 ans, la photo, donc cette photo-là. Il y a 40 ans, Myria Mitra, qui sont les ordinateurs qu'elle a inventés. Janvier 2017, l'INRIA fête ses 40 ans et me demande un article avec une photo. Et effectivement, c'est cette photo qu'elle dit qui a été choisie. Et on voit souvent sous forme de vignette son visage. Qui la rend un petit peu, je sens, un peu austère, alors qu'en fait, cette photo est extrêmement conviviale. Et donc, j'espère que, voilà, j'espère que le ski s'est bien passé. Bis à tous, Alice. Et la petite note,
quand décideras-tu à avoir Internet, ce serait plus simple. Voilà. Donc, on sent un petit peu voilà. Bon, donc on a aussi mis à l'honneur Isrococ dans notre bulletin de l'association, avec une illustration de Caroline Constant qui est parmi nous. Voilà, merci beaucoup. Et on a des petits aimants à distribuer qui sont aussi des illustrations de Caroline. On arrive à trouver des photos d'Alice plus âgée. C'est aussi intéressant de voir ce côté humain. Voilà. Et on va repasser maintenant à des questions pour Marion sur son livre. Et une question, est-ce qu'il y a des choses que vous avez laissées hors du livre? Et est-ce que vous pouvez les partager avec nous ce soir? Ça, c'est une vraie question. Effectivement, moi, je l'ai vraiment vu comme tirer un fil. Donc, on tire un fil et petit à petit, on a plein d'informations. On est quand même obligé de faire un choix pour garder, en fait, ce qui, à mon sens, allait éclairer quand même suffisamment la personne qui était Alice Lecoq pour comprendre son parcours et d'autres choses qu'on décide de laisser de côté, soit pour des questions effectivement, d'espace et de ne pas pouvoir tout raconter, soit des choses où je me suis dit, bah, finalement, ça lui appartient et c'est peut-être pas à moi de relayer ça. Donc j'ai aussi fait cette espèce de tri. Du coup, j'ai pas de choses concrètes. Désolée, j'ai pas de grosses coupes à partager ce soir, mais inévitablement, c'est quelque chose où voilà, quand on récupère beaucoup d'informations, on fait un tri. Après, il y a des choses où peut-être que si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu avoir plus d'informations. Enfin, ça, déjà, c'est inévitable. Et ensuite, j'avais reçu, donc à la toute fin, peu de temps avant la publication du livre, des retours d'organismes que j'avais sollicités, notamment du côté des services d'archives des armées, puisque j'étais assez curieuse de comprendre quelles avaient été les utilisations, applications. Et donc, j'ai eu des retours, mais j'ai pas du tout pu consulter à temps ces archives. Donc, il reste une part de choses à découvrir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec des événements comme celui-ci, on en redécouvre à chaque fois. Et aussi, petit à petit, j'ai des personnes qui me livrent des souvenirs. Donc, c'est une sorte de découverte qui continue après la publication du livre. C'est sûr que ça va déclencher d'autres études, hein. C'est inévitable. Vincent, tu as une petite question. Quelque chose qui est très bien dans le livre et que je veux juste souligner, qui explique pourquoi Alice Lecoq démarre dans son métier sur les mémoires à tort. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la mémoire à tort, mais enfin bon, vous avez deux Vous fils. m'aviez fait une petite Voilà, explication. qui permet de basculer la mémoire. Et donc, en fait, les gens ne comprennent, enfin, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Et il se trouve qu'effectivement, à PC, Pierre Curie a fait évidemment beaucoup de choses sur le magnétisme. Donc, le magnétisme est enseigné. La compréhension des cycles d'hystérésis devait faire partie justement des choses qui étaient enseignées. Et donc, quand on lui demande de parler de ce cycle d'hystérésis, elle n'est pas du tout perdue. Elle est exactement dans son milieu. Et je veux souligner exactement la même chose. On avait vu dans le bulletin. Dans le bulletin, il y a le soufflage du verre. On faisait du soufflage du verre à l'époque. Moi, je me suis retrouvé à faire du soufflage du verre pour faire des fibres optiques et j'ai pu épater les gens qui étaient sur place parce que je savais souder de tubes de verre que eux, ils ne savaient pas souder. Voilà, et parce que c'est des choses qu'on apprend à l'école. Voilà, donc c'est les spécificités de l'école qui sont vraiment importantes, je crois, qui permettent de faire la différence. Et c'est exactement comme ça que démarre Alice, enfin, que tu le présentes en tout cas. Et je crois que c'est assez correct de voir en fait le lien avec d'ailleurs de la recherche, disons, des principes fondamentaux, les compréhensions de la science de base, du magnétisme de base, des cycles d'hystérésis, pour une application à un ordinateur. Voilà. Merci pour ce rebond qui me permet aussi de rendre hommage aux personnes que j'ai consultées tout au long de mes recherches et aussi aux documents, aux travaux qui ont été publiés, qui sont vraiment des éléments en fait hyper importants pour arriver à ces travaux, puisque voilà, moi, c'est pas mon domaine. L'histoire de l'informatique, j'ai découvert énormément de choses et je voulais le faire avec cette casquette, on va dire, de vulgarisation que j'avais déjà employée auparavant pour permettre à des personnes non techniques de pouvoir essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et donc pour ça, j'ai vraiment bénéficié des conseils, des retours, des relectures des différentes personnes avec qui j'ai pu échanger et aussi des publications existantes sur ces sujets. Donc c'est vraiment un travail qui se nourrit de tout ça.
Merci. Alors en fait, je rebondis, comme le directeur a pris la parole, justement sur les usages de l'intelligence artificielle et en particulier dans l'éducation, l'enseignement. Je sais que la directrice des études, Corinne Soulier, réunit ou a réuni déjà le corps enseignant de l'école pour réfléchir et voir comment on peut utiliser ça pour l'enseignement. Et c'était inscrit, alors je ne sais pas s'il est là ou peut-être en visio, Emmanuel Coblence, qui est conseiller de Paris, membre du conseil d'administration de l'ESPCI, mais qui est aussi président de la 6e commission, qui est la commission enseignement culture, je crois que c'est culture, non, enseignement supérieur recherche de la ville de Paris. Et donc, quels pourraient être les usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement? Ils sont multiples et nombreux restent à découvrir selon moi. Je pense qu'il y a déjà des usages en termes d'innovation pédagogique. Pour partager un retour d'expérience très rapidement, donc je vous disais que j'enseignais à Sciences Po, ça fait maintenant 6 ans et cette année, j'ai décidé donc d'habitude je demandais à mes élèves de rédiger un essai en classe, à la fin et là je me suis dit: «Bah tiens, on pourrait plutôt leur demander d'écrire une note stratégique avec ChatGPT et de noter la conversation». Donc au préalable, on les avait, formés avec des ateliers pour voir comment l'utiliser et cetera. Donc on a fait cette sorte d'innovation pédagogique en se disant: «Bah, en fait, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre des étudiants? Comment les évaluer à l'heure où des outils, comme celui-ci, existent?» Et après, je pense qu'il y a une sorte de boîte à outils formidable à constituer, pour les étudiants, mais aussi pour, les enseignants, en mobilisant l'intelligence artificielle et pour partager quelques exemples. Il y a des sortes de, ça existe déjà, il y en a plusieurs de tuteurs intelligence artificielle qui permettent notamment de réviser son anglais. Donc on discute avec une intelligence artificielle qui nous corrige aussi, progressivement. Donc il y a plein d'usages existants et probablement à venir. Bien. Et d'une manière plus générale, l'intelligence artificielle et la société, donc vous êtes membre du comité IA installé par le gouvernement, mais sur le côté culture, voilà. Donc, j'imagine que vous faites partie des réunions. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que ce comité intelligence artificielle qui a été créé en 2023, hein, je crois, et comment se passent ces réunions? De quoi vous parlez? Quels sont les enjeux? Une petite vue de l'intérieur? Avec plaisir. Donc effectivement, c'est un comité qui avait été, nommé par, la précédente, ministre de la culture et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur culturel, ce qui est donc très vaste. Du coup, on s'est recentré sur un certain nombre de sujets qui sont déjà l'impact sur, les créateurs, les créatifs. Donc comment est-ce qu'ils peuvent le mobiliser dans leur pratique? Donc cet aspect boîte à outils appliqué aux métiers créatifs. Quels sont aussi les risques à leur niveau? Et les impacts, on va dire, plus négatifs, notamment avec, cet enjeu souvent de la multi-activité de personnes qui ont différentes casquettes et comment est-ce que ça peut, aussi les affaiblir sur cet aspect-là. On s'intéresse aussi à du coup, aux enjeux de formation, aussi. Comment est-ce qu'on forme, des créatifs et même plus largement des professions culturelles à l'heure de l'intelligence artificielle? Quels sont aussi l'intérêt et la façon dont on peut s'en servir, pour, pouvoir, permettre de découvrir autrement la culture et de démocratiser, l'accès à la culture. Donc il y a un aspect, qu'est-ce que, l'intelligence artificielle peut apporter à la culture? Et à l'inverse, qu'est-ce que la culture peut apporter à l'intelligence artificielle? En creusant notamment comment est-ce que les lieux culturels peuvent être un levier pour faciliter, la démocratisation de cette technologie. Donc plein de sujets, c'est en cours et on fait beaucoup d'entretiens, d'auditions et de rencontres avec des acteurs du secteur pour entendre le plus de monde possible. Et donc ça, c'est du côté de l'État. Et comme l'ESPC est une école de la ville de Paris, l'intelligence artificielle pour la ville de Paris, vous voyez les choses comment? Alors, il y a beaucoup de villes, de grandes métropoles qui s'interrogent, sur, ces sujets. Je suis notamment en contact avec, Montpellier qui a créé toute une, convention citoyenne autour de ça pour faire réfléchir, les citoyens. Ce qui me semble, assez intéressant de se dire effectivement, il y a l'action politique, qui peut être portée, mais aussi comment est-ce qu'on peut, solliciter les uns les autres pour faire réfléchir à ces sujets-là. Donc je pense qu'au niveau de la ville de Paris, il y a vraiment tous ces enjeux un peu sociétaux transverses qu'on évoquait sur, certes, l'éducation, la formation, la santé, l'environnement, la relation aussi avec les usagers. Donc il y a en fait plein d'aspects de l'intelligence artificielle et de cas d'usage qui peuvent être mobilisés. Si, si, je te laisse la parole, Catherine, pour pour le titre.
Donc, si on revient sur votre livre, le titre est accrocheur. Pourquoi ce titre? C'est quoi l'histoire derrière ce titre? Alors, c'est toujours difficile de trouver un titre. Et donc, là, c'était une sorte de non-choix, puisque ce titre était en fait le titre d'un chapitre initialement, qu'on a finalement décidé de garder comme titre. Et en fait, alors oui, il y a un côté un peu polar. On se demande, mais alors, souvent on me dit, mais alors c'est qui? Du coup, là, je vous dis, bah, bonne lecture. Bonne lecture pour le découvrir. Mais donc, il y a cet aspect, effectivement, où on avait envie de susciter la curiosité et qui, en fait, revient à ce que je mentionnais sur cet enjeu de visibilisation, invisibilisation des femmes, quels sont les différents facteurs, qui est aussi un des fils rouges de l'ouvrage. Et donc, le sous-titre est là pour donner quelques premiers petits éléments pour permettre aux personnes de savoir un peu de quoi on va parler. Mais c'est vrai que c'est un titre et c'est un livre qui traverse en fait plusieurs sujets. Et ce que je trouve assez intéressant pour l'instant, et je serais curieuse d'avoir des retours potentiellement dans la salle, mais c'est que en fonction des personnes qui le lisent, j'ai des retours très différents de certaines qui ont été plus sensibles à un aspect ou à un autre. Et donc, c'est autant de portes d'entrée en fait vis-à-vis du sujet. Ça a vraiment été pensé comme tel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement sur Wikipédia? Sur Wikipédia, alors donc moi j'étais pas là, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ont œuvré à ces sujets. Oui, super. On a, Ok, bah c'est super que vous soyez là. Donc moi j'ai vu tout ça a posteriori. J'étais pas là au moment des débats, mais peut-être pour tenter de résumer. Donc il y a cette page Wikipédia qui avait été créée à l'initiative d'une personne présente dans la salle et qui voudra peut-être se dire deux mots dessus après. Et à un moment donné, il y a un débat en admissibilité qui a été ouvert, notamment en prenant. Donc, en fait, c'est assez fascinant de plonger dans la machine de Wikipédia, puisqu'on se rend compte que c'est à la fois très ouvert dans le fonctionnement où voilà, n'importe qui peut ouvrir une page, faire des modifications dessus, amener des sujets, mais ensuite, c'est très contrôlé a posteriori par une communauté qui est très engagée, à juste titre. Mais dans des cas comme ça, effectivement, ce qui était reproché, c'était donc, en reprenant un critère assez spécifique des règles de Wikipédia, le fait de dire que elle n'avait pas pour la catégorie de personnes, une notoriété, on va dire, suffisante pour avoir sa page. Et donc là, on a un long débat qui est très, très intéressant à suivre, avec notamment cette question des sources secondaires que je mentionnais, mais aussi, selon moi, une sorte de double enfin, de lecture qui est aussi liée à son genre, on va dire, de ses travaux, en soulignant le fait que on va remettre en cause des choses sur ah, mais est-ce qu'on a telle preuve sur ses diplômes ou il y a un certain nombre de questions qui sont posées à son sujet qui n'auraient pas forcément, et c'est notamment celui dans les commentaires, été posées pour d'autres hommes. Donc il y a cet aspect un peu double standard qui ressort des commentaires. Et cette invisibilisation, comment on peut y remédier? Alors, je parlais enfin, de l'aspect systémique et du cercle vicieux autour de la place des femmes dans le numérique, mais à l'inverse, je pense qu'on peut enclencher un cercle vertueux. Et donc, modestement, avec ce livre, je tente d'apporter ma pierre à l'édifice, mais c'est vraiment en faisant connaître et découvrir et en mettant en lumière des femmes scientifiques, des femmes dans le numérique, pour donner envie à d'autres de se lancer. J'ai cette espèce de sous-titre au dos du livre qui est pour une scientifique que l'on oublie, ce sont des centaines qui ne naissent pas. Et en fait, je pense qu'à l'inverse, pour une scientifique qu'on met en avant, c'est des centaines qui peuvent naître. Donc, c'est vraiment comment est-ce que voilà, on peut vraiment valoriser des parcours comme celui d'Alice Recoq pour donner envie aux nouvelles générations de se lancer dans ce domaine en se disant qu'elles ont tout à fait leur place. Et donc, Alice Recoq, dans sa carrière, a fait l'expérience de résistance. Alors, pareil, j'essaie de ne pas tout dévoiler pour vous laisser envie de lire le livre, mais effectivement, c'est une carrière qui est très riche en termes de moments d'ombre et de lumière, puisque elle démarre très fort et en même temps, il y a des phases où c'est un peu plus compliqué pour elle et elle rencontre aussi des résistances. Alors, moi, on m'a questionné, notamment après la sortie du livre, en disant, mais est-ce que Alice Recoq était féministe? Donc, moi, je tente de prendre de la distance vis-à-vis de ça en disant, en replaçant Alice Recoq aussi dans son contexte, en disant qu'elle n'avait pas de revendication particulière sur ces sujets, mais que c'est vraiment quelqu'un qui, par son exemple, ouvrait en fait la voie
à d'autres femmes et qui a du coup aussi rencontré des difficultés, notamment pour des questions de leadership quand elle se retrouve à la tête d'équipe et qu'il y a les retours que j'ai pu avoir notamment lors d'entretiens de personnes qui sont pas très contentes d'être dirigées par des femmes. Et donc voilà, ça fait partie des, des, des différentes étapes d'un parcours qui est effectivement très riche et impressionnant. Et vous, dans votre carrière aujourd'hui, dans une femme entrepreneuse dans le domaine de l'intelligence artificielle, est-ce que vous rencontrez des résistances, des difficultés? Bah, il y a toujours un enjeu de minorité sur la place des femmes dans le numérique. Donc, je ne vais pas reciter tous les chiffres, mais il y a effectivement une vingtaine de pourcents de femmes qui travaillent dans les professions numériques selon l'INSEE il me semble, 2022 ou 2023. Donc, ça reste une minorité. Il y a 50% de femmes qui quittent le numérique avant l'âge de 35 ans. Donc, on se rend compte que les chiffres, en tout cas, montrent que c'est toujours difficile pour les femmes de se faire une place, et même sur la progression dans les carrières, en fait, pour pas mal enfin, pour ces personnes qui rentrent, il y en a assez peu qui atteignent des postes de direction en proportion. Après, moi, pour ce qui concerne mon expérience, bah, il y a cet aspect numérique et aussi ce côté entrepreneuriat qui est une sorte de double cumul. Et donc, il y a aussi un certain nombre de problématiques liées à la place des femmes dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat dans le numérique, où on est effectivement moins nombreuses et des fois, il y a des problématiques liées au financement. Il y a notamment une association qui s'appelle Sista qui, chaque année, publie une étude qui montre que les femmes sont moins financées. Donc, effectivement, ça peut engendrer encore aujourd'hui un certain nombre de difficultés. D'accord. Et donc, dernière question de notre côté, avant qu'on ouvre le micro à la salle. Euh, il y a des résidentes de la résidence Coubertin, des élèves ingénieurs, des jeunes diplômés qui ont 18, 20, 22 ans. Quel est le message que vous voulez leur donner aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, le futur? Bah, je pense que c'est allez-y. On a besoin de tout le monde pour créer ce monde numérique. Et c'est notamment en fait un des messages que je tente de passer avec le livre, parce qu'on pourrait se dire, et d'ailleurs des fois on me posait la question, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est un problème le manque de femmes dans le numérique? C'est vrai, on pourrait se dire finalement, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi est-ce que ça pourrait pas continuer? Et en fait, ce que je cherche à mettre en avant, c'est en fait l'impact que ça a sur notre société, puisque finalement, si on a des outils qui sont construits par une minorité, finalement, ils servent les besoins d'une minorité. Et donc, il y a un certain nombre d'exemples historiques que je trouve assez intéressants, mais sur, par exemple, l'automobile, le fait que bah, les crash tests sont réalisés sur des mannequins qui ont une corpulence d'hommes et que du coup, bah, il y a plus d'accidents graves pour les femmes. Et en fait, on a besoin de tout le monde pour avoir des points de vue différents sur la technologie, sur ses impacts, et que ce soit vraiment au service de la société dans son ensemble. Merci beaucoup. Catherine, tu voulais... Beaucoup, merci beaucoup, Marion. On va ouvrir la salle. Il y a certainement des témoignages et des questions. Si. Oui, pour apporter une petite contribution de réponse à la question posée dans le titre, qui a essayé d'empêcher et réussi en fait Alice Recoq d'être effacée de Wikipédia. Marion Carré a très bien exposé les arcanes de Wikipédia et les bagarres internes. Marie-Claude Godel, on a été deux à se bagarrer. C'est Marie-Claude Godel qui m'avait alerté. Pardon, mon nom est Pierre Mounier-Kuhn, je suis voilà, spécialiste de l'histoire d'informatique. Et on a eu affaire, mais à des argumentaires aberrants qui se fondaient plus ou moins sur les règles internes de Wikipédia. Il faut avoir son nom dans les journaux, en fait. Et l'argument de la plus parfaite mauvaise foi qu'on a rencontré, c'était, mais Alice Recoq, cette dame n'a fait que le travail pour lequel elle était payée. Bon, ok, donc on supprime Wikipédia dans ce cas. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une question de genre, sans doute, on l'a senti dans les argumentaires qui nous étaient opposés. Il y a aussi une question de statut professionnel. Un ingénieur, homme ou femme, aura moins sa place sur quelque chose comme Wikipédia qu'un politicien. Prenez n'importe quel politicien des deux sexes, il aura beaucoup plus de chances, quelle que soit la nullité éventuelle de ses réalisations, de passer qu'Alice Recoq. Voilà. Il y a une deuxième chose, si j'ai le temps, est-ce que vous pourriez remettre la photo de la promo 69? Pardon, je monopolise un petit Merci peu la pour parole. votre contribution, et je cite effectivement à de nombreuses reprises vos travaux dans le livre.
Cette photo, je la montre chaque année à mes étudiants en leur expliquant comment on peut lire une photo. D'abord, on distingue à la jeune Alice Arnaud et son futur mari. On voit aussi ce qu'était une promotion d'école d'ingénieurs au milieu des années 50. C'était tout petit. Il y a guère que Polytechnique qui avait des promotions de plusieurs centaines de personnes, mais ça, c'était typique d'une école d'ingénieurs française de l'époque. C'est une promotion où il y a une minorité de femmes, mais une minorité qui est visible. Donc les femmes étaient minoritaires, mais en même temps, c'était normal. De même qu'il y avait des femmes profs à la Sorbonne de sciences, Madame Dubreuil, etc. Donc elles étaient visibles, c'était normal, c'était une présence minoritaire normale. Une chose à prendre en considération, c'est non seulement cette promotion, mais la suite des promotions. Alice Recoq m'a raconté qu'elle était entrée à la Société d'électronique et d'automatisme, où elle a commencé à faire des mémoires à tort de ferrite, où elle a appris l'informatique, parce qu'elle y avait été appelée par une ancienne de l'ESPCI, Monique Leget, mariée, devenue Monique Lilamant, qui lui avait téléphoné en lui disant « Écoute, je viens d'entrer dans une boîte, c'est intéressant, on est bien payé et le patron n'est pas anti-femme, viens ». Ça a commencé comme ça. Et elle a vraiment appris le métier et elle est devenue un des grands ingénieurs reconnus français en informatique. Et c'est quand même une consécration que la revue technique de l'ingénieur lui est confiée dans les années 70 le soin de rédiger le chapitre sur l'architecture d'ordinateur. C'est elle, l'architecte d'ordinateur numéro 1 en France. Alors bon, on pourrait parler longuement des hauts et des bas de la condition d'ingénieur femme dans les différentes entreprises en fonction des cultures d'entreprise qu'il y avait. Mais je laisse la parole aux autres. Un grand merci pour votre contribution. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Godel et j'étais une amie, une grande amie d'Alice Recoq. Je suis informaticienne et rancunière. J'ai trouvé immonde le débat dans Wikipédia et cela a profondément blessé Alice. Et ça, je ne peux pas le supporter. Je remercie Pierre parce que je pense que sans lui, je n'y serais pas arrivée. Et je voudrais rajouter quelques petites choses sur ce qu'a dit Marion sur la place des femmes en sciences et dans le numérique. En fait, au début, il y avait des femmes dans le numérique, et beaucoup. Parce qu'en fait, le calcul, c'était ancillaire. On calculait pour les physiciens, pour les cristallographes. Moi, j'ai commencé en écrivant des programmes pour des cristallographes. Et ensuite, oui, je me souviens aussi que j'étais étudiante en mathématiques et quand j'ai expliqué que je voulais faire des mathématiques appliquées, on m'a dit mais c'est quoi là? C'est des mathématiques alimentaires, c'est rien. Bien sûr, c'est des hommes qui m'ont dit ça. Et bien, au bout d'un moment, il est apparu que l'informatique, c'était quelque chose d'utile, de reconnu, de gratifiant. Et alors voilà, les hommes sont arrivés. Et donc en 80, le nombre de femmes s'est effondré. Et ça, Isabelle Collet l'a très bien présenté dans ses livres. Et il ne remonte pas bien. Il ne remonte pas bien. En tant qu'enseignante, j'ai vu ça. Alors, je voudrais aussi ajouter quelque chose sur Alice, parce que là, bon, on a beaucoup parlé de Wikipédia, de sa scolarité, etc. Je voudrais parler de la scientifique. Alice était quelqu'un de, bon, je pense qu'on est tous d'accord, d'extraordinaire. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a quand même été à l'origine du premier mini-ordinateur français. Et un mini-ordinateur, à l'époque, c'était pas rien, parce que les gens un peu âgés qui sont dans cette salle se souviennent qu'un ordinateur, ça tenait dans une pièce comme celle-là, et que quand on voulait s'en servir, on arrivait avec son bac de cartes, et on attendait son tour, on réservait des créneaux, et puis si le programme se plantait, on repartait avec le bac de cartes, et on revenait 15 jours après si on avait de la chance.
Et donc, moi, j'ai des collègues au CEA, des collègues qui m'ont dit à propos d'Alice, « Ah, mais c'était elle, le Mitra 15, mais ça a changé notre vie. » Et je ne savais pas que c'était Alice Recoq qui avait inventé le Mitra 15. Donc, au niveau de la hiérarchie des mémoires, de toutes ces choses-là, elle a vraiment apporté énormément et avec une imagination et une compétence incroyable. Et aussi une certaine obstination et un peu de hargne parfois. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Alice Recoq. C'était une très grande scientifique. Je m'excuse si j'ai été un peu longue. Je voudrais aussi rappeler quelque chose que j'ai dit à Marion quand elle était venue me voir. Je me suis dit, quand on parle d'Alice Recoq, une femme veuve avec 3 enfants et tout, alors il ne faut pas faire du Sandrine Rousseau parce qu'elle n'était pas féministe pour dessous. Elle faisait son chemin, d'accord. Et puis, faut pas faire du Zola non plus parce que elle a élevé ses 3 enfants. Je pense que y en a qui sont là et qui savent que c'était plutôt gay chez Alice Recoq. Moi, je suis allée avec eux à Cherchel et c'était le bonheur, quoi. Voilà. Je suis vraiment un peu triste ce soir, mais tellement contente qu'Alice soit reconnue. Un grand merci. Merci beaucoup. Une question. C'est dur de passer après deux interventions. Alors, moi, je suis ancienne élève de l'ESPCI et j'ai commencé ma carrière dans les années 80. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que au début des années 80, on avait l'impression, quand on débutait dans la carrière scientifique, que l'industrie des ordinateurs, l'informatique, etc., ça se passait de l'autre côté de l'Atlantique et que de toute façon, en France, c'était mort, il ne se passerait plus rien, etc. Alors moi, j'ai lu votre livre, j'ai été absolument passionné par votre livre. D'abord, il est très bien écrit, très agréable à lire. Il y a plein de dimensions qui m'ont intéressé. La dimension de la vie de femme d'Alice Recoq, qui était très intéressante, effectivement. Mais surtout, donc, ce que j'ai découvert complètement, c'est effectivement le parcours de cette pionnière qui a accompli des choses incroyables dans l'industrie des ordinateurs en France. Donc, j'ai trouvé ça... ce qui m'a étonné, c'est que d'une part, c'est un parcours absolument incroyable et que deuxièmement, effectivement, c'est totalement effacé, invisibilisé. Donc, merci d'avoir retracé cet aspect-là. Et ma question, c'est peut-être, est-ce que peut-être en 2 mots, vous pourriez rapidement, sans tout dire ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre, voilà, dire en 2 mots qu'est-ce que Alice Recoq a fait dans cette industrie française des ordinateurs. Un grand merci pour votre tour. C'est très très dur de résumer en 2 mots ces contributions parce qu'elles sont multiples et c'est ce qui ressortait des 2 interventions précédentes. Je pense qu'il y a des jalons qui sont assez intéressants, qui sont déjà ces travaux sur le premier ordinateur opérationnel français, puis ensuite ce qu'elle fait avec le CAP 500. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que ça préfigure. Elle croyait, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Il y avait, selon moi, un aspect aussi visionnaire qu'elle portait, où elle croyait dans l'informatique personnelle à une époque. On a souligné les dimensions des ordinateurs, le poids, etc. Et elle croyait très fort au fait que on allait aller vers ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Et il y a notamment œuvré par ses travaux. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, CAP 500, il y a des dimensions assez frappantes, mais sur notamment comment est-ce qu'on communique avec cette machine, avec la possibilité d'avoir un clavier, avec des fonctionnalités aussi qui sont assez intéressantes et qui font écho à des choses qu'on a aujourd'hui. Ensuite, c'est le Mitra 15 que j'ai tenté de souligner. Et encore une fois, en toute humilité, je pense qu'il y a plein de choses qui malheureusement m'ont sûrement échappé, mais sur à quel point ensuite cette machine a accompagné en fait les transformations de son époque sur différents plans, que ce soit la conquête spatiale, que ce soit l'automatisation aussi progressive de la société. Après, ce qu'elle fait sur l'intelligence artificielle, déjà, c'est intéressant de se dire qu'elle sort de sa zone de confort qui est la construction d'ordinateurs pour aller vers cette discipline, qu'elle a aussi vraiment un regard visionnaire, mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit que on finira tous par faire l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui. Donc il y a une dimension que je trouve aussi très intéressante. Et après, il y a ces
nombreuses contributions dans différentes instances d'enseignement. Donc vraiment, je pense que son apport est multiple et nombreux. Et c'est vrai que c'était assez difficile aussi pour moi de me poser la question de qu'est-ce que j'avais dû laisser de côté. C'est très difficile de tout résumer en quelques pages et en quelques mots. Oui. Donc peut-être une question un peu plus personnelle cette fois-ci, par rapport à votre parcours, puisque vous êtes parti d'un cursus communication et vous vous êtes retrouvé pour l'intelligence artificielle en contact d'ingénieurs, donc de gens, donc probablement une population plutôt masculine et plutôt technique. Donc la question, si vous faites un parcours par rapport à ce que vous avez vu et ce que votre expérience personnelle de l'intégration dans ce milieu et le fait de prendre une place dans ce milieu, c'est quoi votre feedback par rapport à tout ça? Merci pour votre question. Difficile à résumer, effectivement, c'est quelque chose que je constate au quotidien parce que bah, on recrute des développeurs et donc assez souvent on a du mal à avoir des candidates sur ces postes. Donc il y a des choses comme ça que je constate au niveau de l'écosystème où ensuite, bah, en tant qu'entreprise, on a aussi une responsabilité, un rôle à jouer pour faire en sorte que nos offres soient le plus inclusives possible. Donc il y a vraiment des choses aux différents échelons, j'ai envie de dire, de l'écosystème qui peuvent être faits pour déjà bah, former plus de femmes, faire en sorte qu'elles aillent dans les entreprises, qu'on les recrute, qu'ensuite il n'y ait pas les décrochages qu'on mentionne, qu'elles s'y sentent bien, qu'elles progressent. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu global. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater en naviguant dans cet écosystème. Bah, déjà, moi, je suis toute jeune diplômée de SPCI et je suis doctorante en IA. Donc, c'est le silence. Moi, ma question, c'était justement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil en tant que doctorant scientifique, potentiellement futur professeur, pour lutter contre cette invisibilisation? Par exemple, si moi je dois donner un TD d'IA, que j'ai des élèves, comment je peux essayer de leur expliquer qu'en fait, il y a eu des Français, il y a eu des femmes qui ont bossé sur le sujet. Euh, Comment, en fait, nous, en tant que scientifiques aujourd'hui, on peut essayer un peu de défaire tout ce qui a été fait pour invisibiliser toutes ces femmes de science. Merci pour votre question et ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Bah, il y a ce cercle vertueux qu'on peut opposer au cercle vicieux, selon moi, en mettant en avant des exemples de femmes, déjà en donnant les cours que vous donnez, en ayant ce contact avec ces étudiants. Je pense que c'est assez important et c'était un des points du livre qui était notamment cette question des rôles modèles, donc des figures inspirantes qu'on va mettre en avant. Et selon moi, un aspect assez important, donc déjà, Alice Recoq, elle est intéressante en tant que rôle modèle parce que c'est une Française. Contrairement à d'autres pionnières, notamment anglo-saxonnes, elle s'est connue comme Ada Lovelace, c'est pas une comtesse, comme Eddie Lamar, c'est pas une actrice hollywoodienne, donc ça fait d'elle aussi un personnage plus accessible auquel on peut plus facilement s'identifier. Et je pense qu'il y a ce que j'appelle l'impact des rôles modèles du quotidien, qui sont des personnes qu'on peut croiser. Et donc il y en a eu tout au long du parcours d'Alice Recoq, des personnes qui ont cité l'exemple que vous donniez tout à l'heure, qui lui ont donné envie d'avancer dans une direction, de se lancer, etc. Et je pense que bah, vous aussi, à votre échelle, vous pouvez vraiment inspirer ces personnes au contact desquelles vous êtes pour leur dire, OK, c'est possible, moi aussi, je peux finir par avoir le même parcours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, à tous les niveaux, à tous les échelons, à toutes les étapes, c'est important et on peut tous aider d'autres personnes à venir prendre leur place dans cet écosystème. Bonjour, merci pour cet excellent livre. Philippe Segers, je suis accompagné de mon épouse et puis de ma fille, voilà, lycéenne et chercheur. Une question que je me pose, au-delà d'avoir ces rôles modèles, on voit quand même que voilà, les choses évoluent pas assez. Et on peut se dire raisonnablement que même avec plus de rôles modèles, ça sera peut-être pas suffisant. Et donc la question, je vous la pose à vous, mais aussi voilà, plus généralement à l'ESPCI, comment on fait pour avoir dépassé ce taux de femmes à la fois donc, dans le domaine du numérique, mais aussi dans le domaine de la recherche, et avec un préalable à cette question qui est, quand je la pose à différents niveaux, ben souvent on me dit, voilà, au niveau du lycée, il dit, ah ben, nous, au niveau du lycée, nous, on donne des cours. Après, si elles ne sont pas intéressées, ce qui se passe après, on n'y peut rien. Quand on regarde, quand on pose la question en classe prépa, on dit, ben, nous, en classe prépa, on les prépare. Si elles ne veulent pas y aller, si elles ne veulent pas venir, on n'y peut rien. Et ensuite, on pose la question dans des écoles d'ingénieurs, dans des grandes écoles. Et là, on nous dit, eh ben, nous, c'est un concours. Nous, on prend ce qui vient.
Donc finalement, à la fin, j'ai un peu l'impression que c'est le problème de personne et que si on en reste là, ça ne va pas avancer beaucoup. Donc, j'aimerais avoir votre avis et le vôtre sur comment améliorer les choses plus rapidement. Est-ce que vous voulez répondre en premier ou... Vaste question, et je pense qu'il n'y a pas une réponse. Alors, ce que vous décrivez, c'est en fait un principe qui est bien connu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une seule cause, il y a des causes à tous les niveaux. Donc, c'est un leaky pipe, que disent les Anglais, à tous les niveaux, on perd des filles dans le processus. Ce que je crois qu'on peut faire, c'est essayer. Une des choses qui est vraiment particulièrement embêtante, c'est qu'il y a une espèce d'autocensure des jeunes filles qui est assez importante. Et je crois que sur ça, on peut un peu lutter. Je ne veux pas dire qu'on va faire des révolutions, mais on peut un peu lutter. On l'a fait dans le passé, on va essayer de le refaire, où on a essayé de faire des petites périodes pendant l'été où on invitait des jeunes filles à venir participer à des travaux pratiques simples et amusants pour essayer de leur montrer qu'elles pouvaient en fait faire des choses directement, et ça marche un petit peu quand même. Donc je crois qu'on peut faire des choses, mais le plus gros problème, c'est quand même, comme vous le dites, c'est à l'école que beaucoup de choses se passent. Et il y a beaucoup d'a priori. Ce qui est intéressant dans la description, c'est qu'on voit très bien effectivement que le milieu familial a un rôle énorme, hein. Ça, c'est très important que si en fait les femmes sont déjà considérées au niveau scientifique, ça aide. Bon, c'est absolument clair. Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut essayer de travailler un petit peu sur casser cette autocensure qui est vraiment très forte. Voilà. Alors, à l'école, on a aussi la chance d'avoir de la chimie. Il faut quand même reconnaître aussi que la situation est pas trop mal parce qu'on a quand même un taux de femmes de 35 voire 40% à peu près, mais avec une bémol, c'est que beaucoup de femmes font de la chimie. Si je regarde les promos de physique, les chiffres dégringolent. Et si vous allez regarder, le pire, c'est les promos justement de sciences numériques à l'école normale. Là, c'est carrément simple. En gros, il y a 0 femme. Donc, c'est très simple. Mais effectivement, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Le plus gros travail, c'est aussi de donner confiance. Bon, moi, j'ai eu exactement la même chose. Ma fille, en terminale, son prof de terminale lui a dit, mais il ne faut pas que tu ailles en sup, alors qu'il disait à ses collègues qui avaient des notes inférieures d'aller en sup. Voilà, une fois qu'elle a intégré, elle est venue le voir, lui dire, bah, je pense que j'ai bien fait de ne pas suivre votre conseil, mais voilà, c'est des choses qui sont vraiment ancrées partout. Il faut les combattre à chacun des niveaux. Malheureusement, ça va être compliqué, ça va être long. Peut-être 2 remarques complémentaires. Ah, allez-y. Juste rajouter une chose. Donc, Pierre-Yves Racah, un ami d'Alice Lecoq, est néanmoins chercheur et enseignant en intelligence artificielle et en linguistique. Dans la question que vous posez, vous avez répondu à une partie, mais il me semble qu'il y a une partie qu'on n'arrive pas à prendre en charge et qui, pour moi, en tant que vieil enseignant, est extrêmement importante. Les enseignants n'ont pas le droit de dire « moi, j'y peux rien si ça ne les intéresse pas ». C'est leur manière d'enseigner qui fait que ça ne les intéresse pas. C'est inadmissible. Ça me révolte d'entendre ça. Et on a l'impression que c'est évident. Ben, ils n'y peuvent rien. Si, c'est leur travail. Et pas seulement pour intéresser les jeunes filles, etc., mais pour intéresser tous les étudiants, tous les élèves. Et dire, ouais, moi j'ai fait mon travail, mais ça ne les intéresse pas. Non, ils ont mal fait leur travail. On pose la question à ce chercheur qui soutient son HDR en lui disant, dans le HDR, il y a aussi le volet enseignement. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir justement attirer plus de gens vers le numérique, le calcul de performance, etc. Et il répond, vous savez, s'ils ne sont pas motivés, moi, je ne peux rien faire. C'est à eux d'être motivés, de venir, et sinon, j'y peux rien. Et quand j'entends ça, moi aussi, les bras m'en tombent. Bon, juste 2 mots. Merci beaucoup déjà de souligner l'aspect multifactoriel du problème. Et effectivement, les rôles modèles, c'est un sujet, mais il y en a plein d'autres. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, souvent on parle, ah, mais du coup, elle s'auto-censure. Et en fait, en disant elle s'auto-censure, c'est que d'une certaine façon, c'est ce que vous disiez, on fait peser la responsabilité sur ces personnes
alors qu'en fait, c'est aussi du coup une façon de leur faire porter le poids de ce sujet, alors que ça ne vient pas nécessairement d'elles, mais d'un système plus complexe. Et je voulais insister notamment sur l'aspect culturel en fait du sujet. Et ce qui montre bien que c'est culturel, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas d'unité dans l'espace et dans le temps, puisque on a donc dans le temps, on parlait tout à l'heure dans les réactions des femmes calculatrices à l'époque, les computers qui faisaient ces calculs, et donc c'était effectivement un métier assez répandu chez les femmes. Il y avait beaucoup de femmes aux premières heures du numérique, et dans le temps, parce qu'en fait, il y a d'autres pays où il y a une proportion des femmes dans ce secteur qui est supérieure à 50% pour des raisons diverses et variées, mais donc c'est pas une fatalité. Oui, bonsoir. Je suis Anne de Cagny. Je représente notamment l'association Femmes Ingénieurs et je voulais justement souligner le rôle de certaines associations, celle-là, Femmes et Sciences, Femmes et Maths, qui sont des associations cousines et qui en fait interviennent dans les établissements scolaires pour justement montrer que ces métiers sont accessibles. Et c'est vrai qu'on rencontre encore, j'ai même ma fille aînée qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça d'école d'ingénieur, qui est passée par des classes prépa où le prof de sciences de l'ingénieur faisait des commentaires désobligeants pour les filles. Et toujours commentaire d'un professeur, alors là, c'était pas ma fille, c'était une autre jeune fille. Ça date de moins de 3 ans, à qui un professeur de terminale disait mais la mécanique, c'est pas pour les filles. Mais en fait, c'était pas la mécanique au sens mécanique auto, et quand bien même, mais c'était le génie mécanique. Donc voilà, alors je veux absolument pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais il y a encore des poches de résistance ou des réflexes, et c'est un travail de tous les instants. Voilà, merci. Et merci pour vos travaux et contributions. Oui. Non, d'abord, je voudrais vous Présente-toi, Gérard. rassurer. Gérard, Oui. présente-toi parce que c'est. Oui. Présente-toi. Je me présente. Je m'appelle Gérard Dreyfus, je suis ancien élève de la 86e promotion de PC. J'ai été professeur à l'école pendant de nombreuses années et je suis professeur émérite maintenant. J'ai enseigné ce que je n'appelais pas l'IA, mais sous un autre terme, moins vendeur, disons, apprentissage statistique, quelque chose comme ça. Alors, je voudrais d'abord donc, j'ai un peu l'expérience de l'enseignement de ces choses-là et puis de la recherche, puisque j'ai fait de la recherche sur ce domaine de 1984 à aujourd'hui compris. Donc, je voudrais vous rassurer, on a une autre pionnière de l'intelligence artificielle qui est entrée à l'ESPCI dans la promotion 98, donc en gros 30 ans après Alice Lecoq, qui est sorti major chimiste, il est vrai, de sa promotion, et qui a ensuite fait son stage son projet de 3e année dans le laboratoire que je dirigeais, puis qui a fait son stage de DEA, on dirait maintenant un stage master, et puis elle a continué en thèse. Elle a fait sa thèse sous ma direction. Et elle est considérée comme une pionnière de l'IA. Elle a fait la première, je crois que c'est la première thèse d'IA qui a été soutenue en France. Donc, on peut encore être pionnière de l'IA. Son nom? Je m'appelle Cuillon. Elle est professeure à l'université Paris-Saclay maintenant. Enfin, elle a fait une très belle carrière aux États-Unis. Et elle est professeure, elle est revenue en France, elle est professeure à l'université Paris-Saclay. Oui, alors, de façon plus générale, votre sous-titre, là, Alice Lecoq, pionnière oubliée de l'IA, je pense que c'est aussi, on pourrait dire que c'est une pionnière de l'IA oubliée. C'est-à-dire que vous appelez, je n'ai pas lu votre livre, je ne manquerai pas de le lire, et peut-être que peut-être que vous en avez parlé dans votre livre, mais il y a maintenant 2 disciplines scientifiques qui sont complètement différentes l'une de l'autre, en dehors du fait qu'elles utilisent des ordinateurs, avec des bases scientifiques complètement différentes, des concepts complètement différents.
et qui porte le même nom. Depuis 10 ans, on a vu réapparaître le terme d'intelligence artificielle qui avait pratiquement disparu complètement. Et donc, il y a l'IA des années 60, dans lequel incontestablement Alice Lecoq, je ne sais pas si elle a joué un grand rôle dans l'IA, mais en tout cas dans le développement de l'informatique en France, elle a été tout à fait remarquable. Donc cette artificial intelligence, intelligence artificielle, elle était fondée sur des concepts qui n'ont pas eu beaucoup de réussite, disons. Et lorsque Alice Lecoq, d'après ce que j'ai lu, est entrée dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'était dans les années 80, c'est-à-dire pratiquement la fin de cette première phase de l'intelligence artificielle. Et puis, le nom a pratiquement disparu. En fait, j'ai commencé à travailler en 84 sur l'intelligence artificielle. On ne voulait pas, pour ce qui nous concernait, alors à l'époque, l'intelligence artificielle nouvelle formule, ça s'appelait les réseaux de neurones. Ensuite, ça s'est appelé l'apprentissage statistique. Et depuis une dizaine d'années, l'intelligence artificielle. Et ce fait que ces deux façons d'aborder l'intelligence artificielle sont complètement différentes a probablement joué un rôle dans le fait que Alice Lecoq n'ait pas figuré vraiment dans la catégorie des pionnières de l'IA, mais dans la catégorie vraiment des pionnières de l'informatique en France, ce qui est tout à fait incontestable. Et alors, pour répondre à une intervention précédente d'une ancienne élève de l'école, une jeune ancienne, si j'ai bien compris, je ne peux que lui proposer d'essayer de prendre contact avec Isabelle Guyon. Donc, vous trouverez, elle a une grande page Wikipédia. C'est très. Vous faites sur Google le Guyon SPCI, vous la trouverez sans aucune difficulté et vous pourrez. Elle a beaucoup de choses certainement à vous dire sur la façon dont une femme peut, dans l'IA moderne, peut réussir à faire des choses tout à fait remarquables. Merci beaucoup. Et effectivement, il y a tout un chapitre dédié à cette histoire de l'intelligence artificielle et ce que vous venez de décrire. Merci beaucoup. On attend pour une dernière question à Antonin. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation tout d'abord et j'ai l'honneur d'avoir cette dernière question. Alors, ce n'est pas une question sur le sujet des femmes, mais c'est en fait, vous avez du coup parlé de ces questionnements que vous avez sur l'IA et que vous faites dans le cadre des activités avec le gouvernement. Mais je me demandais, est-ce que vous avez des témoignages ou une idée un peu de la pensée qu'ils avaient de l'IA à cette époque, c'est-à-dire quelle perspective ils envisageaient pour cette technologie et peut-être potentiellement s'ils avaient déjà des questionnements éthiques sur cette technologie à l'époque? Alors, je me suis beaucoup appuyée sur les archives de journaux, parmi lesquels les archives du Monde, en fait, qui sont très facilement accessibles en ligne, et qui m'ont beaucoup nourri déjà sur comment était perçue l'informatique avant d'arriver à l'intelligence artificielle. Et donc, il y a effectivement des perles là-dedans où, à un moment donné, il y a une sorte de grand raout de l'informatique à la fin des années 50 qui fait penser à ce qu'on a aujourd'hui en termes de Vivatech. Et donc, à ce moment-là, il y a une machine pour lire les chèques et le journaliste commente en disant il n'y a aucune diablerie là-dedans. Il cherche vraiment à rassurer son audience. Et ensuite, il dit que finalement, on n'arrivera pas à une situation où les élèves feront faire leurs devoirs aux machines parce qu'une machine ne pourra jamais faire de la traduction. Donc, il y a ce type de perception de l'intelligence artificielle, enfin, du numérique, de l'informatique, puis de l'intelligence artificielle sur à la fois les espoirs que ça suscite. Et donc, en fait, il y a toute cette période sur laquelle elle se penche sur l'intelligence artificielle. Et moi, ces journaux m'ont permis d'essayer de mieux comprendre comment c'était perçu, notamment à cette époque, et ce que ça suscitait en termes de craintes, qui sont des craintes qu'on retrouve aujourd'hui dans la circulation médiatique de ces technologies, et aussi d'espoir et aussi d'application. Et ce que je trouve en fait très intéressant, c'est au niveau des cas d'usage qui étaient envisagés. En fait, il y a beaucoup de cas d'usage qu'on a aujourd'hui qui étaient déjà envisagés à l'époque, mais avec d'autres approches. Et donc, c'était intéressant de pouvoir avoir encore une fois une résonance entre passé et présent sur ces sujets. Merci pour votre question. Merci beaucoup. On va, comme vous savez, qu'il y a un cocktail après, donc
Voilà, je vais faire une petite conclusion. Catherine, tu voulais dire quelque chose? Et je voulais remercier d'abord Marion Carré pour d'être avec nous ce soir. Et je voudrais chaleureusement remercier tous les amis et d'Alice Lecoq et les anciens de l'école qui sont venus ici pour partager leur expérience et rendre cette discussion, enrichir cette discussion. Je vous remercie sincèrement. Et je me joins à vos remerciements. Donc effectivement, tout ça ne se fait pas tout seul. Donc, remerciements chaleureux à beaucoup de personnes. Bien évidemment, Marion, mais on va en discuter tout à l'heure. Hein, mais merci beaucoup de votre présence. Merci à Caroline pour les illustrations qu'elle nous a permis d'utiliser. Il y a un chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, quelqu'un qui dit merci aussi. L'école, merci beaucoup Vincent, et merci de nous accueillir dans ce superbe amphi. Merci pour ta présentation, ton introduction. Merci à la direction technique de l'école, la direction de la communication aussi qui nous a aidé à diffuser cette annonce. Et Teresa Lopez-Léon qui était la référente homme-femme à l'ESPCI qui nous a aussi aidé. Florence Benamoro qui est vice-présidente de l'enseignement à PSL aussi qui nous a aidé, la direction de la communication de PSL. Il y a des affiches qui ont été faites que vous avez probablement vues sur les réseaux sociaux, qui ont été faites par Image Winnie 141 du Bureau des Arts. Et puis le club photo, Loris qui était Loris qui est parmi nous, Loris Janvier 141 et Théo Sabouret de la même promo. Au sein de l'association et parmi les anciens, merci à Salomé qui est notre responsable, Salomé Luce, responsable de l'animation du réseau, Pascal, Pascal qui tenait le micro tout à l'heure. Merci beaucoup Pascal. Et puis Anna Sidiaruk aussi qui a travaillé à la diffusion de cette annonce. Et puis merci à Frédéric, à André et autre moment Nicole que j'ai eu au téléphone cet après-midi. Merci aussi aux associations d'alumni qui ont diffusé cette annonce. Alors Chimie Paris Tech Alumni, Celsa Alumni, Télécom Paris Alumni sur le côté de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Et puis merci à Femmes Ingénieurs, à Grandes Écoles au féminin, Sciences Paris Tech au féminin. Il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de réseaux et vous avez tout à fait eu raison de souligner que c'est vraiment un des leviers pour faire changer les choses. Alors, et merci également aux enfants et petits-enfants de Robert et d'Alice Lecoq qui sont avec nous ce soir. Alors, voilà. Donc effectivement, cette conférence était la première d'un cycle de 3 conférences sur l'intelligence artificielle. En fait, on a fait, notre cellule emploi carrière dirigée par Jean-Yves Moïse, 104e, a lancé à l'automne dernier une consultation des alumni de l'ESPCI pour savoir sur quelle thématique ils souhaitaient qu'on organise des conférences. Et l'intelligence artificielle est arrivée en tête très très loin d'ailleurs. Et donc on a ces 3 conférences. Et effectivement, le 16 mai, on a l'espoir d'avoir Isabelle Billon parmi nous. Alors peut-être en visio, parce que moi, quand l'année dernière, je l'ai vue, elle était à San Francisco, mais c'est vrai qu'elle était aussi... qu'elle est toujours d'ailleurs professeur à l'Université Paris-Saclay. Antoine Borde, qui est l'ancien directeur de FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research, donc du laboratoire de recherche de Facebook, et Laurent Daudet, qui est le co-CEO d'une entreprise qui s'appelle Lighton, qui est une entreprise marraine de la 140e promotion, qui lui aussi a écrit un livre. Et puis le 3 octobre, nous aurons aussi une conférence sur Jacques Laplume, qui est aussi un ancien de l'école, et qui lui a inventé la théorie de l'information avant Shannon. Et on aura quelque chose qui sera très intéressant là-dessus aussi. Alors, donc, comme on l'a dit, hein, cette conférence sera rediffusée sur la chaîne YouTube de Spécial Uni et de l'ESPCI. On a des petits aimants. Alors, on a fait des petits aimants pour ceux qui... Voilà, ça ressemble à ça, que vous pouvez mettre sur votre réfrigérateur, une effigie d'Alice Lecoq pour vous faire penser tous les matins quand vous prenez votre lait dans le frigo que voilà, il faut se battre. Marion fera une séance de dédicace en haut sur la mezzanine. Donc, quand vous sortez, vous pouvez acheter son livre et l'avoir dédicacé. Puis, il y a le cocktail juste à côté. Mais je voudrais faire quand même 2 points de conclusion. La première, c'est que le débat d'admissibilité sur Wikipédia, c'est quelque chose que nous, l'association Spécial Uni, on connaît bien.
puisque il y a une page Wikipédia qui fait la liste des élèves de l'école qui eux-mêmes ont une page Wikipédia. Donc il y a effectivement la page d'Alice Rocoq, il y en a d'autres, il y en a aujourd'hui plus de 110, mais, et alors, si, voilà, le 23 décembre, attendez, je sens mon petit pointeur, comme ça. Voilà, donc le 23 décembre 2016, il y a quelqu'un qui a proposé à la suppression cette liste des élèves, des anciens élèves de l'ESPCI. Et si vous voulez dézinguer une page Wikipédia, le 23 décembre, c'est pas mal, hein, parce que vous avez un débat d'admissibilité qui dure 15 jours, et oui, bon, hein, pendant les vacances. Et en fait, ceux qui peuvent, alors je vais peut-être pouvoir y avoir accès directement, voilà. Et donc c'est la même chose qui s'est passé pour Alice Rocoq. Et là, en discussion, ceux qui peuvent intervenir sont seulement ceux qui ont déjà eu 50 interventions sur Wikipédia. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver comme ça, et puis il faut que vous ayez déjà un passé de Wikipédien, etc. Et bon, vous pouvez voir que la grande majorité des gens ont dit qu'il fallait la conserver. Et en particulier, moi-même, je suis intervenu, comme vous pouvez le constater, et j'avais mentionné le fait en particulier qu'il y avait un certain nombre d'anciens élèves de SPCI qui n'étaient pas référencés sur cette page et qu'il y avait un travail à faire pour les référencer. Et en particulier, il y avait celui d'Alice Rocoq. Et cette page, alors si j'arrive à revenir, hop, voilà, parce que c'est quand même... Voilà, donc voilà cette page. Donc à l'époque, en décembre 2016, il y en avait 39. Et aujourd'hui, il y en a 110, un peu plus de 110. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est arriver sur la fin. Voilà, petite école, hein, le SPCI. Sur la fin, voilà, hop, voilà. Et sur la fin, vous voyez qu'il y a une proportion plus importante, enfin plus importante qu'auparavant, hein, de femmes. Vous avez Malice Grao, qui est une entrepreneuse dans le domaine des peintures, recyclage des peintures. Vous avez Amel Landais Israël. Donc ça, c'est une page Wikipédia qui a été créée par une élève de l'ESPCI, qui a été créée par l'élève de l'ESPCI. Et Amael a reçu la médaille d'argent l'année dernière du CNRS. Claire Willem, juste au-dessus de la 114e, qui a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2022, l'année d'avant. Vous avez Jacqueline Bloch, qui est la première ancienne élève d'ailleurs qui est entrée à l'Académie des sciences. Anne Davaille, Isabelle Billon, auquel Gérard faisait. Voilà. Et puis, vous avez même Marie-Laure Pochon. Marie-Laure Pochon, elle est membre du conseil d'administration du fonds SPCI. Et en fait, sa page Wikipédia en 2009 a été supprimée. Et elle a été réinstallée en 2017. Il a fallu qu'elle soit nommée officier de la Légion d'honneur. Donc, vous voyez que pour les femmes, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est vraiment plus difficile que les hommes. Et donc, ça, c'était mon premier point de conclusion, c'est dans les choses qu'on peut faire, c'est aussi ça, c'est enrichir, créer ces pages Wikipédia de femmes scientifiques et autres. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi à l'association. Alors, on a parlé d'Alice Rocoq. Et bien évidemment, comme on est à l'ESPCI, on ne peut pas parler des femmes sans mentionner Marie Curie. Et alors, vous avez encore Marie Curie. Bon. Et en fait, c'est un autre point que je voudrais aborder ici, dont on n'a pas parlé. Cette photo, 1894, Marie Curie a 26 ans, Pierre Curie en a 35. Et ils se marient. Et en fait, si on revient un petit peu en arrière, Pierre Curie est recruté par le directeur et fondateur de l'école, Paul Schustenberger, en 1882 à la fondation de l'école. Et quand Pierre Curie est recruté, il a 23 ans. On a l'habitude de voir Pierre Curie comme les cheveux ras un peu gris, mais en fait, il a 23 ans quand le directeur de l'école recrute pour la physique. Alors, il avait déjà découvert la piézoélectricité. Hein. On a tous du Alice Rocoq dans nos smartphones, mais on a aussi du Pierre Curie. Et donc, très jeune. Et quelques années plus tard, 1894, il faut s'imaginer cette conversation qu'il y a dû y avoir entre Pierre Curie et Paul Schustenberger, le directeur de l'école, où Pierre Curie lui dit « Je voudrais faire venir à l'école une femme, ma femme, pour le coup, qui en plus n'est pas française, elle est polonaise. » On est en 1894 et il faut bien voir qu'il y a une clairvoyance extraordinaire de la part de Schustenberger, peut-être pas le seul hein, au sein de l'école, mais d'imaginer à cette époque de faire ce pari sur Marie Curie qui a 26 ans, je vous rappelle.
Donc oui, on fait le pari sur une femme, mais aussi on fait le pari sur une femme jeune. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais Marion a été nommée l'année dernière, enfin, fait partie maintenant depuis l'année dernière de ce qu'on appelle le Forbes 30 Under 30, c'est-à-dire chaque année, il y a un conglomérat américain qui s'appelle Forbes qui nomme 30 personnes qui ont moins de 30 ans, 30 Under 30. Et donc l'année dernière, Marion a fait partie de cette prestigieuse liste. Et c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu à l'ESPCI parce qu'on a des jeunes anciens élèves qui font partie, qui ont été nommés dans cette liste il y a quelques années. Il y a Paul Le Floch, 132, Myriam Bensouda, 134. Mais il se trouve, et c'est intéressant ce que je dis tout à l'heure aussi, il se trouve que Paul et Myriam sont aux États-Unis. Myriam est à San Francisco et Paul est à Boston. Et je trouve que c'est un point qui est important, qui est le fait qu'on a des jeunes brillants et des jeunes femmes aussi brillantes, bien évidemment, en France, et que c'est aussi une chose qu'il faut chérir. Donc, merci Marion.